Voilà, on va parler d'une chose importante qui est la santé. Alors l'Agora Care veut être un lieu de débat et d'échange. C'est organisé par la start-up Care. Care qui s'écrit avec un Q, ce qui est un peu difficile. Et donc autour de grandes thématiques de santé, de l'accès aux soins et d'évolution du système de santé. Il y aura plusieurs réunions qui seront organisées à Paris et en région, qui rassembleront donc des acteurs du monde de la santé d'horizons et de parcours différents. L'objectif, c'est tout simplement de contribuer à l'amélioration du système de santé et aussi œuvrer pour que la France soit un champion de l'e-santé, des nouvelles technologies qui vont peut-être enfin révolutionner les prises en charge. L'ensemble des débats seront regroupés dans une synthèse Agora Care qui sera partagée avec les autorités de tutelle et des instances gouvernementales. Donc tout ce que vous dites, mesdames et messieurs, pourra être utilisé contre vous à un moment ou à un autre. La situation n'est pas banale parce que les dépenses de santé s'élèvent quand même à 200 milliards. C'était récemment publié, 200 milliards par an, c'est beaucoup. Et pourtant, le système de soins est sous tension. Les maladies ont changé, elles sont de plus en plus souvent chroniques. Les patients aussi sont plus âgés, sont plus impliqués, sont plus revendicatifs de temps en temps. Les professionnels aussi ont changé. Ils ne veulent plus travailler comme leurs aînés. Et cela dans un environnement d'innovation technologique et aussi pharmacologique assez extraordinaire. Et on arrive un peu au bout du bout, comme dirait la ministre, pas simplement à l'hôpital, mais pour l'ensemble du système de soins qui est plus tout à fait adapté à cette nouvelle donne, et donc, et en particulier sur l'accès aux soins. Alors, la thématique de la transformation du système de santé qui a donné matière à l'Élysée, un discours du président de la République, transformation Ma Santé de 2022, c'est très large. Et, évidemment, la transformation se décompose en beaucoup de choses. Donc on va essayer de se focaliser pendant une heure et demie sur comment faciliter l'accès aux soins. Alors ça tombe bien, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin à la radio, mais il y a une étude de l'adresse qui vient de sortir qui confirme de nouveau que pour avoir rendez-vous avec un médecin généraliste, il faut attendre 2 jours. Bon, 2 jours, c'est pas beaucoup. Et 52, je crois, pour un ophtalmologue. Et ça, c'est des moyennes, donc ça ne veut rien dire. Il y a des grandes disparités selon les régions, selon les spécialités. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'accès aux soins. Alors pour en parler, Gérard Raymond, qui est le président de l'Association française des diabétiques, et vice-président de France Asso Santé, Olivier Grégoire, qui est député de La République En Marche de Paris, Clémence Thébault, qui est économiste de la santé, docteur Michael Bazaki, qui est conseiller médical à FNEA des médecins de santé publique, et puis notre hôte en dernier, le professeur Gérald Friedlander, qui est doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes. Alors je vous propose de commencer par Gérard Raymond qui va un peu planter le décor. Alors on va faire une intervention de chacun un peu rapidement pour qu'il y ait une vraie discussion, qu'on voit un petit peu comment on peut améliorer le système de soins, quelles sont les pistes qui sont intéressantes. Parce que c'est vrai que alors c'est vrai qu'il y a le plan santé 2022, mais on se demande un peu, les intentions sont bonnes, mais on se demande un peu comment tout ça va se mettre en place. C'est pas forcément facile parce qu'il y a eu beaucoup de réformes, hein, depuis le plan Juppé, depuis 20 ans, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont été améliorées, mais on voit qu'aujourd'hui, quand même, il y a un problème d'accès aux soins, il y a peut-être un problème de qualité, il y a un problème de pertinence, il y a un problème d'inflation, d'inflation des actes, etc. Donc il y a quand même pas mal de problèmes. Gérard Raymond, l'accès aux soins, c'est une chose, mais ce qui vous intéresse le plus, c'est peut-être l'accompagnement. C'est pas seulement l'accès, mais une fois qu'on a accédé, c'est l'accompagnement du patient dans le système, dans une façon un peu coordonnée. Est-ce que ça marche bien en France aujourd'hui? Est-ce que ça marche? Le doyen va nous réparer ça. Quand on est doyen, il faut... Voilà. Que la lumière soit et la lumière fute. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous avoir invités. Effectivement, nous sommes aujourd'hui à la croisée de chemin et tout le monde fait le même constat. Ce système n'est plus adapté à notre société, à la demande et l'attente des patients, mais y compris aussi à l'attente et aux besoins des professionnels de santé et évidemment des institutions et du système. Donc il nous faut mener tous ensemble une réflexion sur comment mieux faire avec ce que nous avons aujourd'hui et comment mieux préparer notre système pour demain. Effectivement, on a, et l'actualité est là pour nous le dire, on a un vrai problème aujourd'hui d'accès à notre système de santé.
Les urgences sont surchargées. L'étude que vous avez annoncée ce matin dit qu'il faut au moins 2 jours, et encore dans certains endroits, pour avoir accès à un médecin généraliste. Ne parlons pas des spécialistes, où nous avons plusieurs mois d'attente. Donc on voit bien que ce système-là ne correspond plus aux besoins et aux attentes des patients et des citoyens. Et effectivement, si déjà nous avons là un vrai souci d'accès à des soins, vous l'avez dit, nous avons aujourd'hui une multiplication des maladies chroniques, le vieillissement de la population. On n'est plus sur du curatif, mais on est sur de la pathologie de longue durée. Et donc, ce n'est plus simplement de l'acte curatif qu'il nous faut envisager, mais bien une prise en charge au long terme de ces patients, de ces malades. J'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas choisi ce métier de patient, qu'il nous est tombé dessus, et que certainement, si nous devons devenir de bons patients, eh bien, il faut nous aider, il faut nous former, il faut nous accompagner. Et donc, il y a une nécessité que l'ensemble des acteurs nous aident, nous accompagnent, nous informent, pour que nous devenions, entre guillemets, de bons patients et que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge et être acteurs de notre propre santé. Donc on voit bien que les deux axes aujourd'hui d'une transformation, c'est une accessibilité à un système de soins beaucoup plus facilement, dans le moment où d'ailleurs, au moment où le soin n'est pas programmé, où on a besoin d'un acteur de santé, d'un professionnel de santé. Et ensuite, comment le mot j'aime pas trop, le parcours, comment on organise une offre en fonction des besoins et des attentes de l'ensemble des patients. Et là, on est quand même confronté aujourd'hui à une certaine rigidité, à des pratiques qui étaient hier certainement excellentes et qui ont fait de notre système de santé une référence il y a encore quelques années et qui aujourd'hui a une nécessité de se transformer. Deuxième point important, me semble-t-il, ce sont les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies qui, effectivement, devraient permettre de pouvoir réunir, rassembler l'ensemble des acteurs, y compris le patient. J'ai l'habitude de dire que la plus belle découverte de ce 21e siècle, ce n'est pas le numérique ou ce n'est pas la e-santé, mais c'est les patients. On a découvert les patients. Jusque-là, on ne savait pas très bien où ils étaient. Et c'est vrai, vous avez bien dit, parfois ils ne sont pas contents, parfois ils revendiquent, parfois ils créent des associations pour être des acteurs de santé et apporter leur contribution, parfois leur opposition, à une évolution de notre système de santé. Le numérique et les nouvelles technologies ne sont que des outils. Ne sont que des outils qui doivent permettre de rapprocher les individus et les acteurs entre eux. Et donc si nous avons basé jusqu'à aujourd'hui notre système de santé sur les preuves, base médecine, et il faut continuer, et notamment les données, les datas et tout vont continuer à nous donner des preuves d'une bonne prise en charge ou de la qualité et d'avancer sur les recherches aussi sur les pathologies. Il ne faut pas oublier l'humanisme. Et donc nous pensons, nous, qu'aujourd'hui, à côté ou en complément de la médecine sur les preuves, il nous faut développer la médecine basée sur l'humanisme. L'humanisme qui doit rapprocher les individus, qui doit rapprocher le colloque singulier. Nous avons dans les pathologies chroniques une expertise profane, celle du patient, et particulièrement sur la pathologie que je représente et que j'ai. J'ai ma propre expertise, j'ai des capteurs un peu partout, j'ai des données. Et donc nous avons une expertise profane de notre vie au quotidien. Et nous devons aller parfois, d'ailleurs, la confronter avec une expertise scientifique. Et c'est un échange entre un expert profane et un expert scientifique qui doit fonder l'organisation de ce fameux parcours ou de ce fameux colloque singulier. Donc on voit bien la transformation aujourd'hui de notre système de santé en s'appuyant sur ces outils numériques, mais surtout en veillant à ce que reste ce qui est fondamental pour nous, c'est-à-dire le contact humain, l'échange, le colloque singulier et la confiance qu'il doit y avoir entre l'ensemble des acteurs. Gérard Raymond, quand c'est la quadrature du cercle, parce que
Quand on dit que le système n'est pas adapté, quel est l'élément, le levier le plus fort, en 2 mots, qui vous permettrait de passer un peu, d'avoir un vrai progrès? Parce qu'on voit bien, comme je disais tout à l'heure, on est arrivé au bout d'un système. Alors, on a le numérique, on dit ça va être la solution finale, la plus importante. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Moi, je pense que le plus important, c'est de réfléchir, on l'a dit, hein, il y a 2 points essentiels. C'est de réfléchir à l'accès au système de santé. Aujourd'hui, il est fondé exclusivement sur le médecin généraliste. Je crois qu'il nous faut réfléchir tous ensemble, et ce n'est pas remettre en cause le rôle éminemment important et capital du médecin généraliste, mais il nous faut réfléchir comment on pourrait accéder à ce système de santé par une autre porte que celle du médecin généraliste. Par exemple? Par exemple, le pharmacien, par exemple l'infirmier, par exemple le biologiste, par exemple l'infirmier. Voilà. Et donc, il y a possibilité, nous semble-t-il aujourd'hui, peut-être en rééquilibrant aussi les compétences des uns par rapport aux autres, de pouvoir avoir un accès à un avis, j'allais dire à une consultation, mais grand Dieu, il faut faire attention, à un avis ou à un entretien, autre que de passer par le médecin généraliste. Il y a peut-être un besoin. Mais parce qu'on manque de médecins généralistes aujourd'hui, mais ça va, en 2024, on ne va plus en manquer. Donc oui, en fait, on manque de médecins généralistes, mais on n'en a jamais eu autant. Donc peut-être il y a aussi une réflexion à mener sur une organisation et sur une répartition. Et puis ces médecins généralistes, où sont-ils? C'est vrai qu'il m'arrive parfois d'aller dans les ministères, et notamment au ministère de la Santé, et il y en a un dans chaque bureau. Donc là, à la fin des passés, ils n'en voient pas beaucoup. Donc voilà, donc il faut peut-être s'interroger. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est rentré dans, et vous l'avez bien dit, dans les pathologies chroniques qui sont fondées sur de l'accompagnement. Les médecins, jusqu'à aujourd'hui, les professionnels de santé, ont été formés pour guérir. Aujourd'hui, on ne guérit plus. Et donc, il y a un échec de la formation. Comment on prend en charge ces personnes-là pour les accompagner le restant de leur vie? Et pour certains, ça commence très tôt, très jeunes, hein, et donc ça va durer tout le long de leur vie. Comment les accompagner à pouvoir réaliser leur projet de vie avec la maladie? Et là, on a besoin effectivement d'aide. Et donc ça, c'est important. C'est ce que certains appellent le parcours. Moi, je suis un peu réticent sur le mot parcours, parce qu'il doit correspondre aux besoins de chacun. Donc il doit être aussi mis en place en fonction d'une réalité territoriale, mais aussi d'un projet de vie de la personne. Et donc on voit bien que l'acte curatif, l'acte n'est plus adapté aujourd'hui à cette prise en charge sur le long terme. Il n'est pas question, pas me mettre tous les médecins à généralistes à dos et les libéraux, il n'est pas question de supprimer la rémunération à l'acte. Il est question d'envisager sur ces patients chroniques comment on peut mieux coordonner l'ensemble des acteurs avec les moyens modernes d'aujourd'hui, comment mieux travailler ensemble avec ce patient et non pas autour. Ne le mettez pas au centre, mais mettez-le véritablement dans la boucle. C'est au centre, c'est la maladie. Et donc, comment on peut travailler d'une façon transversale avec l'ensemble des acteurs sur une durée longue, évidemment. Et donc, c'est les 2 challenges, me semble-t-il, sur lesquels il nous faut réfléchir. Comment on peut avoir accès à notre système de santé sans être obligé de passer par le goulot d'étranglement du médecin généraliste? Il y a peut-être d'autres idées à développer. Et comment, une fois qu'on est rentré dans ce système-là, on a un véritable parcours, je veux bien ce mot, mais d'accompagnement, je préfère moi l'accompagnement, certains parlent de suivi, d'accompagnement, d'aide, en fonction des besoins du patient. Olivier Grégoire, je vous passe la parole tout de suite parce que vous devez partir à 9h30. Bon, alors, le plan Ma Santé 2022 a été assez bien accueilli par tout le monde. On se demande si les moyens sont suffisants. Il y a 54 mesures, donc c'est une succession j'allais dire petites, on va pas retirer petites, mais de mesures pour essayer un peu de faire en sorte que ce système s'adapte à cette nouvelle donne. Comment vous allez faire concrètement? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Sûrement, parce que vous êtes élu La République En Marche. Mais quels vont être les leviers? Qu'est-ce qui va faire que, enfin, le système de soins va s'adapter aux besoins des patients? Alors, bonjour à toutes et à tous. La question est assez vaste et je vais vous éviter de passer en revue les 54 mesures du plan Santé 2022, même si je ne vous cache pas que ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais on n'a pas assez de temps. D'abord, je voudrais dire en propos introductif que
J'ai eu le plaisir de travailler sur ces problématiques avec quelques spécialistes qui sont sur cette estrade, dont M. Leduc fait partie, M. Thébault entre autres, et des acteurs de la télémédecine. Je pense à Kerr que je vois, mais aussi Bill Welconnect qui est dans la salle. Je voudrais juste vous dire que d'abord je suis très heureuse de vous retrouver puisque maintenant je suis enfermée à la commission des finances et que je ne suis pas aux affaires sociales, donc j'ai plus le plaisir de travailler sur ces problématiques. Et je trouve quand même accessoirement qu'entre le moment où je prenais la parole en tant qu'acteur de conseil sur ces sujets-là en 2014, 2015 et ce matin en octobre 2018, nous avons fait un sacré chemin. Je sais que nous sommes non pas des Gaulois réfractaires, mais qu'on a une propension à la critique qui est très forte dans notre pays. Force est de constater, en tout cas moi j'ai le sentiment, que les lignes bougent un peu. J'ai pas dit que c'était la panacée ou la merveille, j'ai dit que j'ai le sentiment qu'en matière de compréhension, notamment de ce que vous dites, sur le rôle du patient, sur un patient et une qualité de perception des soins par le patient notamment, on est en train de changer. Et ce qui change, vous parliez du ministère de la Santé, où j'ai commis quelques années, il y a 10 ans, je crois que ce qui change, c'est aussi à la tête, ou en tout cas ceux et celles qui préparent, font et vont déployer la politique de santé dans les prochaines années. Sans propos politique, c'est pas l'objet. Le fait que nous ayons une ministre de la Santé qui soit médecin et que nous ayons à ses côtés effectivement de nombreux médecins généralistes, mais pas que, il y a aussi des spécialistes, des PUPH et des libéraux, des experts, mais aussi des gens qui sont issus plutôt des data scientists et des gens qui sont sur la pente télémédecine. Je pense que ça change un peu les choses. Je le dis aussi parce que moi j'ai la chance de travailler avec des parlementaires comme Thomas Mesnier ou Olivier Véran. Ce qui change avec ces gens-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Puisque quand vous parlez par exemple à Thomas Mesnier, qui est urgentiste, praticien, député d'Angoulême, l'embouteillage aux urgences, j'ai pas besoin de lui en parler, je suis même moins légitime que lui pour lui en parler. Donc je pense que ce qui a changé, et c'est quand même une bonne nouvelle, déjà c'est la perception globale, et la perception globale aussi de l'impact de ces nouvelles technologies, principalement sur l'organisation. Moi je me souviens en 2014, en 2015, on se battait notamment au sein du think tank que tu animais déjà, pour expliquer à quel point l'innovation, globalement en matière de santé, certes devait et allait pouvoir améliorer, je vais en parler, la qualité de soins, mais aussi la qualité de vie médicale des professionnels de santé, la qualité de temps médical des professionnels de santé. Mais le principal impact de l'innovation en matière de santé est un impact organisationnel. Et j'ai quand même le sentiment que dans le plan Ma Santé 2022, ça on l'a compris et ça on en tient compte. Encore une fois, je ne vais pas égrener l'ensemble des mesures, mais je dirais qu'il y a 3 fondamentaux sur le plan 2022. Premièrement, placer le patient au cœur du système et faire de la qualité, en tout cas de sa perception de la qualité des soins et de la prise en charge, une véritable boussole dans le cadre de l'accompagnement des soins. Alors, je ne vais pas... il ne s'agit pas de faire un TripAdvisor des hôpitaux, comme j'ai pu le dire ici et là. Ne caricaturons pas ce qu'on essaye de faire non plus. L'idée, c'est de faire en sorte que les patients, comme on peut le faire dans différents secteurs de services, puissent donner leurs sentiments, leurs perceptions, tout à la fois en matière de qualité des soins, mais en matière aussi d'accompagnement. Deuxièmement, et c'est une sorte de serpent de mer ici, vous le dites depuis bien plus longtemps que moi, organiser enfin l'articulation entre médecine de ville, médico-social et hôpital, et enfin, et ça manquait, repenser enfin le cœur de la formation des professionnels de santé et de leur métier. Moi, je pense qu'il y a quand même 2 axes importants. Vous me dites comment, c'est la question que vous m'avez posée, et je vais essayer d'y répondre. Moi, je suis quand même heureuse de voir 2 fondamentaux sortir dans le plan Action 2022, et j'en suis d'autant plus heureuse, sans faire ma pub, que je les avais écrits dans le cadre de la campagne, et nous étions plusieurs avec Olivier Véran à l'avoir écrit dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est une chose qu'on fait. Premièrement, la limitation enfin progressive de la T2A et la part du financement à l'activité et à l'acte, qu'on va diminuer. Je suis d'autant plus à l'aise avec ça que j'ai travaillé avec Xavier Bertrand en 2007 qui l'a mise en œuvre. Donc j'ai aucun problème. Je pense que la T2A et la tarification à l'activité peut être pour certaines activités quantitatives et massives à l'hôpital intéressantes. Je pense que dans le cadre de maladies chroniques, comme vous le disiez, ça n'est pas la solution. Pourquoi ? Parce qu'une des choses qu'on n'arrivait pas à gérer et qu'on n'arrive pas à gérer en matière de T2A, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les externalités négatives. Et c'est lié à l'ambulatoire. C'est-à-dire quel intérêt
pour un chef de service hospitalier de faire sortir des patients et de vider des lits, alors même qu'il est rémunéré au taux d'occupation des lits. Donc on avait et on a encore un certain nombre d'externalités négatives à gérer, et il faut que l'intérêt du professionnel de santé qui fait sortir le patient soit corrélé aussi à l'intérêt de celui qui le récupère en sortie d'hôpital. Donc c'est une chaîne, quelque part, pas de responsabilité, parce que le mot me plaît pas, mais en tout cas c'est une chaîne d'action commune qui doit être mise en œuvre, et ça n'est pas une tarification coup près à l'activité en silo. Ça, on l'appelait quand même de nos voeux depuis longtemps, et je pense que, sans revenir sur l'ensemble des mesures, c'est un axe important du plan santé 2022. Le deuxième axe, et ça je l'appelais de mes voeux, et je pense que M. Raymond ne pourra pas le contredire, c'est enfin, dans la droite ligne du point 1 sur la T2A, la mise en place de financement au forfait, enfin, pour la prise en charge de certaines maladies chroniques lourdes, comme l'insuffisance rénale et le diabète, dès 2019, et qui seront élargies à 2020 à d'autres pathologies chroniques. Si on veut pouvoir avoir une perception, enfin pas une perception, si on veut pouvoir prendre en charge globalement le patient chronique, et sans revenir sur le vieillissement, encore une fois, vous êtes mieux placé que moi et vous le savez mieux que moi, le vieillissement de la population entraîne aussi une croissance exponentielle des pathologies chroniques. Si on veut pouvoir adresser ces pathologies-là, il faut que l'ensemble des professionnels de santé soient intéressés au bon accompagnement, et que chacun ne soit pas dans son silo. Parmi les choses que je trouve extrêmement importantes, il y a la mise en place de deux choses que je trouve intéressantes, parce que c'est une démarche assez collective. Premièrement, la mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, chers à certaines personnes dans cette salle. On va déployer 1000 CTPS pour mailler le territoire à l'horizon 2022. C'est des centres un peu d'urgence de ville, et qui doivent permettre à la fois de décharger les urgences hospitalières, mais aussi de pouvoir accompagner dans certains territoires l'absence d'accompagnement, notamment en matière de spécialité. Donc ça, c'est très important. Il y a deux autres éléments qui me semblent très importants. Autrement, la création de 400 postes de médecins généralistes salariés dans les déserts médicaux. C'est important parce que je pense que, et c'est peut-être pas l'objet de ce matin, et ce serait intéressant d'entendre monsieur le doyen en dire un mot, je pense qu'on évolue aussi vers de plus en plus de médecins salariés. Et je pense que c'est intéressant. Le médecin a peut-être vocation à passer une partie de son temps à l'hôpital, une partie de son temps en libéral, peut-être dans des CTPS ou dans des maisons de santé. On a une sorte de le médecin n'a pas forcément vocation à rester enfermé dans un seul lieu de soins, et on essaye de créer un peu plus de passerelles entre l'ensemble des lieux de soins. Et ensuite, effectivement, la mise en place, et ça j'en suis ravi parce qu'on était plusieurs à le plaider, d'assistants médicaux, de 4000 postes d'assistants médicaux. Ça, c'est extrêmement important, puisque, et certains d'entre vous le vivent au quotidien, ça apporte quoi, cette technologie et cette innovation? Ça apporte une forme parfois d'individualisation, notamment de la gestion de sa santé par le patient. Le patient, équipé d'un certain nombre d'outils, par exemple, peut parvenir maintenant à prendre ses constantes ou à transmettre ses constantes, notamment en cas de pathologie chronique, de façon dématérialisée, protégée, à son professionnel de santé, qu'il soit généraliste ou spécialiste. Si je prends juste cet exemple-là, qui est très simple, le fait d'envoyer ces constantes par PDF à son médecin, ça permet quand même, lorsque vous arrivez chez le médecin généraliste qui vous suit, et c'est basique, mais d'économiser un certain nombre de minutes qui jusque-là étaient dévolues à la prise de constante, et qui aujourd'hui doivent pouvoir être dévolues à d'autres types de dialogues, voire à un dialogue plus orienté sur la prévention. La technologie, pour moi, et c'est un peu le grand défi qu'on va avoir à gérer dans les années qui viennent, repositionne quelque part le temps médical de chaque professionnel de santé. Et c'est aussi ce que j'attends de ce plan d'action 2022, et ce dont j'ai le sentiment que la batterie de mesures proposées a compris. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse accompagner par des non-professionnels de santé, médecins, mais par des assistants médicaux, un certain nombre de patients dans la prise de leur constante ou dans leur suivi thérapeutique pour améliorer on n'est pas bon en... Ah, j'ai pas le mot. Observance, merci. Il y en a un qui suit. Améliorer l'observance. Ça, par exemple, notamment chez les personnes âgées ou les personnes chroniques, c'est important parce que
On peut imaginer que, par construction, le temps qui va être alloué avec le généraliste sera plus un temps médical, comme on dit. Et on peut espérer aussi que le temps médical repositionné sur le généraliste permette aux spécialistes de ne pas perdre son temps sur la prise de constante, de ne pas perdre son temps sur le job du généraliste, mais de se concentrer sur son job de spécialiste. Donc il y a quand même, au-delà de comment la santé va changer et comment ma gestion de ma santé va changer, un bouleversement de l'ensemble du paradigme de l'organisation entre les professionnels de santé. Et j'ai le sentiment que le fait qu'il y ait des acteurs qui soient eux-mêmes des professionnels de santé fait que ça a été enfin compris. Alors, comment, puisque c'est la question de Philippe, comment, avec des moyens, on ne va pas se leurrer, on aligne des moyens assez sérieux, même si, et je l'ai toujours dit et je le maintiens, tout n'est pas qu'une question de budget, il y a aussi une question d'organisation et de perception, et c'est en ça que je pense que le plan 2022 est intéressant, parce qu'il a une vision pragmatique et très globale. Il y a aussi des sujets très concrets en matière de financier, typiquement sur la télémédecine. On double les budgets pour déployer la mise en œuvre pour arriver aux alentours de 18 à 20 millions d'euros. Donc il y a aussi des sujets sur lesquels on augmente l'enveloppe. Olivier Grégoire, le numérique, c'est un sujet que vous connaissez bien. On dit toujours que c'est un élément très important pour transformer les systèmes de soins. Et un rapport qui a été fait par 2 personnes dans le cadre de la préparation de ce plan de transformation du système de soins, où c'est une description catastrophique. Rien ne marche, un outil pour chaque usage, pas d'interopérabilité. Enfin, le numérique, on a l'impression qu'on est en retard. Mais alors, c'est la première fois, je trouve, que ça a été dit aussi brutalement, etc. Et une des propositions qui font, évidemment, c'est faire de l'éthique, de mettre le patient au centre du système, d'avoir des outils pour le professionnel. Et puis, le 4e point, c'est qu'il y a un bras armé très fort de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est la condition importante pour qu'on sorte un peu de succession de chaînes dans laquelle on est? Je pense que c'est la condition sine qua non. Je pense que l'interopérabilité est la condition sine qua non de la transformation. Il faut que l'État soit plus punchy. Il faut que l'État soit... Et au-delà de punchy, il faut que l'État soit aussi force de proposition. C'est bien joli, si je puis me permettre de dire... Enfin, l'interopérabilité, ça se décrète pas, ça se pratique. Donc, soit l'État développe les moyens nécessaires et dit il faut se mettre sur tel soft et telle ligne de matériaux et de logiciels, soit il encadre, il accompagne les hôpitaux et les acteurs pour le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que si chacun part en silo avec sa solution technologique, comme c'est peu ou prou le cas aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Je ne vais pas devant vous rappeler l'épisode comique du DMP qui nous occupe depuis 20 ans et sur lequel on est... Lancé en 2004, mais relancé le 8 novembre prochain. Et cette fois, c'est la bonne. Vous aurez tous un DMP dans vos cabinets. Ça ne peut plus être la mauvaise, en tout cas. Je le dirais autrement. Je pense qu'en 2018, ça ne peut plus être la mauvaise. Olivier, merci. Clémence Thébault, vous êtes économiste de la santé. Ce qui vous intéresse, c'est les transformations des systèmes. On voit bien que dans le système de santé, on a un mal fou à faire en sorte que les professionnels de santé travaillent ensemble. Comment, si on s'inspire d'autres domaines de l'économie, qu'est-ce que ça peut apporter pour se dire que cette fois-ci, la transformation du système de soins, le fait qu'il soit adapté aux besoins, on a vu que les professionnels travaillent ensemble, que le numérique soit utilisé, qu'il y ait de l'accompagnement, que ce ne soit pas que le passage par le médecin généraliste, comment faire en sorte que tout s'apprenne alors que jusqu'à présent on n'est pas vraiment arrivé. Je vous remercie. Donc effectivement, tout ce que vous venez de discuter, ce programme est extrêmement intéressant. On a le sentiment quand on le lit de l'extérieur qu'on fait le pari de donner des moyens aux acteurs pour qu'ils entreprennent de façon autonome sur le territoire. Voilà, c'est vraiment l'impression qu'on a. Et face à ça, on peut relever deux enjeux. Le premier, celui que vous évoquez, c'est est-ce que finalement ce programme n'est pas une forme d'acte 1 avec un acte 2 qui est maintenant comment est-ce que les acteurs vont réellement s'emparer des outils? Est-ce qu'ils vont réellement développer ces organisations innovantes, territoriales, etc. Et là, on peut se demander s'il n'y a pas un intérêt à aller regarder dans d'autres domaines sur les outils qui permettent d'accompagner ces initiatives entrepreneuriales. Entreprendre, c'est un métier.
On a dans d'autres domaines des universités des outils, dans le monde économique d'autres outils. Est-ce qu'on ne peut pas aider les professionnels de santé à monter ces projets-là? Alors on a plein d'outils de structures d'accompagnement des projets innovants, entrepreneuriales, on a des pépinières, on a plein de choses. On a aussi des gens dont c'est le métier, être chef de projet, c'est un métier. Accompagner quelqu'un, rendre concret une idée, c'est un métier. Et donc on peut se demander dans quelle mesure ce ne serait pas intéressant au niveau territorial d'aller trouver ces outils et ces métiers et ces ressources humaines pour aider les professionnels à s'emparer et à vraiment mettre en œuvre du coup ces organisations innovantes. L'autre élément, en tant qu'économiste de la santé... Mais comment on fait quand même? Comment on fait pour... vous dites les médecins ou même les professionnels de santé en général, c'est pas des chefs de projet. Comment on fait pour mettre des chefs de projet dans les cabinets médicaux à Pithiviers, Angoulême? C'est pas des cabinets médicaux, mais c'est que si on lit le programme, on se dit, voilà, je suis un professionnel de santé, j'ai envie de monter quelque chose. Comment je fais? Et donc là, c'est comment est-ce que cette personne-là, elle va trouver l'accompagnement à son projet. Donc on peut imaginer différentes modalités. Ça peut être une forme de pépinière au sein de l'ARS, par exemple. Ça peut être plutôt le privé qui développe des cabinets de consultants qui sont chargés de faire de la gestion de projet et d'aider. Enfin, je veux dire, être chef de projet, c'est un métier, effectivement, et d'aider du coup ces projets-là. Mais ça ne peut pas être que la génération spontanée, quoi. Il faut que l'ARS... en tout cas, toutes les études, la recherche en gestion montre qu'effectivement, il faut souvent accompagner quand même cette idée entrepreneuriale, ce leadership, etc. Ça ne se fait pas tout seul. Voilà. On dit au revoir à Olivier Grégoire, qui voulait partir discrètement. Discrètement, et surtout, ne lâchez rien. Je vois qu'il y a beaucoup d'industriels. J'imagine qu'il y a aussi des professionnels de santé. J'espère qu'il y a quelques étudiants. Oui, j'ai le sentiment qu'il y a pas mal d'étudiants aussi. Et je pense qu'on est sur la bonne route. Le chemin est encore long, mais j'ai le sentiment qu'on est sur la bonne route. Et sachez... il y a moi, mais il y a les jeunes gens dont je vous ai parlé aussi, Meignier, Véran, etc. Faites-nous remonter quand ça marche pas, si ça marche pas, où ça marche pas, pourquoi ça marche pas. On est là pour ça. On ne dit pas qu'on va tout changer en un coup de baguette magique, mais j'ai le sentiment que c'est en train de bouger. Donc à dispo, parce que ce qui remonte du terrain, c'est ce qu'on doit faire remonter aussi pour faire bouger les lignes au niveau du cabinet de la ministre de la Santé. Merci. Et on continue donc sur la méthode. Ouais, donc après l'autre élément Parlez bien dans le micro. Ouais, l'autre réaction par rapport à ce pari de l'innovation organisationnelle, c'est que le rôle d'un économiste, c'est de faire en sorte que chaque euro dépensé permette de maximiser la quantité de résultats obtenus. Là, quand on fait un pari, forcément, ça veut dire qu'on va investir, on va mettre de l'argent et on va espérer que cet argent va rapporter des gains en santé. Donc, dans toute démarche innovante, c'est un pari et du coup, il va falloir s'assurer que cet investissement il est efficace. Aujourd'hui, on demande aux médicaments ou aux dispositifs médicaux de faire la preuve du ratio coût-efficacité, d'apporter des études cliniques pour montrer qu'on a raison d'investir dans ces technologies. Et donc, du coup, forcément, la question va se poser pour cet investissement qu'on va faire sur l'innovation organisationnelle. Donc, ça veut dire que les acteurs qui vont bénéficier de ces ressources-là, logiquement, devraient devoir être en position de rapidement montrer les résultats de l'utilisation qu'ils ont fait des ressources. On comprend bien qu'en tant qu'économiste, vous vouliez évaluer, mais le souci aujourd'hui, c'est d'entraîner, de faire que ça parte, et comme vous disiez, que ce ne soit pas chacun. On a l'impression, que vous l'avez très bien dit en introduction, on a l'impression que chaque professionnel de santé dit, allez-y les petits gars, montez votre projet, montez votre CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, mais qui ne sont pas tellement aidés pour l'instant. Ouais. Là, on peut imaginer des partenariats, même y compris au sein des universités. Moi, j'enseigne dans un... Parlez bien dans le micro. Moi, j'enseigne dans un IAE, donc des business schools qui sont des gens chargés, des spécialistes de gestion. Il pourrait très bien imaginer qu'il y ait des partenariats entre des structures universitaires pour que des gens qui sont spécialistes en gestion, par exemple, ou en management, accompagnent des projets de jeunes professionnels de santé. C'est des choses qui peuvent s'envisager sans grande difficulté. Donc après, il y a les questions du financement, effectivement. Quel est le modèle qui permet ces coopérations ? Donc c'est là qu'il peut y avoir du coup un soutien institutionnel qui peut venir aider ce lancement d'organisation. Et après, les autres éléments pour progresser assez rapidement. Est-ce que, oui, la question, on a l'impression que le numérique, tout ce qui est innovation technologique qui soutient l'innovation organisationnelle, c'est la panacée, mais on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Comment faire en sorte que ce soit un peu coordonné et évalué et adapté ?
C'est pour ça que du coup la notion d'équipe projet est intéressante. Du coup, ça me permet de faire le pont avec ce que j'évoquais. Vous pouvez imaginer que quand vous créez une organisation innovante, il y a besoin de plusieurs compétences. Il y a le professionnel de santé qui a l'idée avec d'autres collègues, avec plusieurs types de spécialités ou de professions. Il y a celui qui est compétent pour rendre concret un projet, trouver le lieu, les locaux, accompagner la recherche de financement, comment faire le dossier à l'ARS, comment rencontrer les acteurs. Et puis il y a l'économiste qui va travailler très rapidement sur quelles sont les données qu'il faut collecter pour pouvoir montrer aux tutelles qu'à 1 an, à 2 ans, on a déjà atteint des résultats qui justifiaient finalement l'investissement qui a été fait. Donc tout ça, c'est une équipe projet en fait, avec différentes compétences, mais ça veut dire que cette transformation du système de soins, je pense que les professionnels de santé ont besoin des autres disciplines pour les accompagner. Mais alors, on est au cœur du sujet parce que le président de la République a annoncé, Olivier Rivoire l'a rappelé, 1000 communautés professionnelles territoriales de santé, c'est difficile à dire, on dit CPTS maintenant. Il y en a 200 aujourd'hui et il y en a 100 qui sont en Normandie. Donc on voit bien qu'il y a un effet leadership, il y en a qui sont moteurs, qui aiment ça, qui sont développés. Mais est-ce qu'il faut 1000 équipes projets? Ça va coûter très cher. D'abord, une équipe projet, c'est dans un temps déterminé, puisque c'est pour accompagner le lancement. Donc, un projet, je ne sais pas. C'est faire vraiment travailler un médecin généraliste, un médico-social, une infirmière, un pharmacien, un kiné, etc. Là, ce que vous évoquez, c'est les ressources médicales qui composeraient le CPTS. C'est la coordination entre tous ces professionnels. Voilà. Là, ce que j'évoquais avec vous, c'est comment on accompagne, comment on lance ces organisations. Et ce lancement-là, il est sur un temps déterminé. Parce qu'au bout d'un moment, la structure est créée et on a pensé quelles étaient les données qu'il fallait qu'il collecte pour pouvoir documenter son efficacité, etc. Donc du coup, ce n'est pas une équipe projet sur toute la durée de vie des CPTS et multipliée par 1000. Une équipe projet, c'est quelque chose qui a duré court. Au départ, donc ça vous paraît, plusieurs projets. ça vous paraît faisable? C'est un métier nouveau qui est, je ne suis pas médecin, mais moi j'ai envie d'aider des médecins à s'organiser et à construire l'infrastructure. Et donc du coup, je vais déployer des outils qu'on a habituellement dans ce type de métier. Et le numérique pour que ce soit utilisé à bon escient, si on le compare à d'autres, parce que le numérique, chacun a son smartphone ou son compte bancaire et peut faire tout ce qu'il veut sur son smartphone, son compte bancaire. Les impôts, on les déclare maintenant sur Internet et on a intérêt parce qu'on peut plus faire de chèques. Comment faire en sorte que le numérique pénètre la santé dans une optique évidemment d'organisation meilleure, d'innovation organisationnelle? Oui, sur le numérique, j'ai trouvé très intéressant le rapport de Coury sur le virage numérique. Alors je vous Pont et Coury, pardon. Oui, Pont et Coury. Wow. Et lisez-le, c'est une merveille. Ouais. C'est comme un roman policier. Au début, c'est un jeu de massacre. Tout ce qui ne marche pas. Et après, ça devient très très intéressant parce qu'il y a des propositions qui sont assez ambitieuse et assez audacieuse. Ça fait 33 pages, je trouve, ça se lit d'une façon extraordinaire. Oui, sur ce rapport, ce qui, moi, m'a particulièrement intéressé et que je pense vraiment extrêmement justifié, c'est la création d'une commission éthique chargée de définir un référentiel. Alors, plusieurs choses. D'abord, un référentiel commun, parce que le problème des enjeux éthiques liés à ces applications et toute cette nouvelle technologie, c'est que si on veut favoriser l'innovation, on ne va pas pouvoir évaluer en amont toutes les applications qui vont sortir. Donc du coup, c'est pour ça qu'il propose effectivement de créer un référentiel qui serve a priori à déterminer les conditions d'acceptabilité des fonctionnements de ces applications. Et les acteurs qui proposent des applications doivent s'engager à respecter ce référentiel. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a effectivement un travail à faire. Il faut rentrer il faut se remonter les manches et regarder à l'intérieur des applications, etc. Parce que la plupart des enjeux éthiques vont se cacher dans les algorithmes. Quels sont les paramètres qu'on a pris en compte, etc. Et donc là, il y a énormément de travail à faire, effectivement, pour pouvoir s'assurer de l'acceptabilité de ces outils-là. Donc là, cette proposition, je la trouve passionnante. Mais en tant qu'économiste, est-ce que vous pensez que ça peut réussir, le plan 2022 ? Parce que on a du mal on l'a vu avec l'étude de l'adresse, difficulté à voir. Celui de l'ophtalmo, on peut prendre, s'il n'y a pas d'urgence, quand il y a des urgences, le rendez-vous est pris et obtenu un peu plus rapidement. On peut prendre rendez-vous avec son ophtalmo 2 mois avant, on peut le programmer. Mais est-ce que vous pensez que, quand vous regardez le plan 2022, que c'est 54 mesures qui sont un peu partout, qui un peu dynamitent le système, est-ce que vous pensez que ça peut réussir ou est-ce qu'il manque quelque chose ?
Non, bah, Question là, difficile, vous jugez oui, le président, là. Ouais. Non, mais vous êtes là comme je me permettrai nous pas donner de- Nous, on n'est d'avoir, pas économistes, alors. voilà. Je ne me permettrai pas de porter un avis de cette nature-là parce que j'en ai pas forcément toutes les compétences. Mais en tout cas, Si. ce que je vois, c'est qu'il va falloir quand même évaluer assez rapidement, se mettre en capacité d'évaluer l'efficacité du Au programme. fur et à mesure, c'est ça. Bien voir si on est temps dans réel. la. Donc Oui. ça veut dire qu'il faut collecter les données. Ça tombe bien puisque la plupart des trajectoires patients sont tracées. Et donc du coup, il faut être capable de pouvoir rapidement mesurer l'efficacité de ces mesures. Et il y a un travail intellectuel à faire sur des changements de paradigme d'évaluation, puisque du coup, on n'est pas dans l'évaluation d'une stratégie, là on est dans l'évaluation d'une organisation. Et du coup, il y a beaucoup de travail à faire pour justement mesurer ça et savoir ce qu'on veut mesurer. Il y a du travail, il faut dynamiter tout le système. Michael Bazanki, vous êtes conseiller médical à FNEAD. La FNEAD, c'est la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Vous êtes aussi médecin de santé publique. Alors, vous êtes médecin, donc, tout simplement. Merci de me rappeler. Les médecins de santé publique sont des médecins. Ouais. Voilà. Non, mais comment un médecin réagit? On dit qu'il ne faut plus que les patients passent par le médecin généraliste. Il faut éclater le système, il faut mettre du numérique. Quel est votre regard sur cette difficulté d'adaptation du système et cette difficulté d'accès aux soins, tout simplement, et d'accompagnement, comme le soulignait Gérard Raymond? Alors, le regard d'un médecin sans patient, c'est ça. Alors, plusieurs choses. La première, déjà, je ne suis pas un grand fan des plans. C'est-à-dire que politiquement, c'est-à-dire qu'il faut annoncer un plan, et puis derrière, on se dit, bah, ça y est, le président de la République a annoncé le plan, ça y est, c'est résolu, on passe à autre chose. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans ce plan-là, s'il y a 54 mesures, on aurait pu en mettre plus, mais les mesures prises individuellement, elles n'ont rien de révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est des mesures, je pense qu'on est dans un cénacle d'experts, c'est des mesures qu'on connaissait depuis longtemps, qu'on réfléchissait, qu'on discutait dans certains think tanks, dans certains corps professionnels. Donc en soi, elles n'ont rien de révolutionnaire. Ce qui est assez intéressant, ce qui est pour le coup peut-être un peu plus révolutionnaire, c'est la mayonnaise qui va prendre ou pas. Exactement. C'est-à-dire le fait de tout lancer en même temps. Et on le voit sur la télémédecine, on le voit sur les IPA, enfin les infirmières en pratique avancée. C'était des idées qu'on avait depuis 15 ans, qui n'ont jamais été mises en place. Donc on a beaucoup réfléchi, on a essayé de mettre des protocoles, etc. Et toutes ces idées avancent en même temps. Et ça, c'est ça qui est important et qui est révolutionnaire. La difficulté, alors c'est un point un peu plus général, c'est-à-dire qu'on a suscité une énorme attente des professionnels de santé. On a ces annonces qui sont finalement assez ouvertes, on va dire, pour pas dire floues parfois, ce qui fait qu'il ne faut pas derrière démobiliser les acteurs, parce qu'en réalité, le travail commence maintenant. Tout commence maintenant, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des acteurs, les industriels, les patients, les professionnels, les responsables du management, les administratifs, on se met tous maintenant au travail. Et c'est ça, cette difficulté pour pas que le soufflet retombe. Donc il faut arrêter avec les plans en permanence, c'est le un problème égale une solution, parce que ça c'est terrible. Ça c'est de la politique, j'allais dire, classique. À l'ancienne, on dit maintenant. Oui, peut-être c'est l'ancien monde, si c'est ça que vous voulez dire, mais un problème égale une solution, enfin, dans un monde extrêmement complexe, c'est quand même pas adapté. Deuxième élément, c'est la pertinence. Je crois que la ministre l'a mis vraiment au cœur de sa politique, la pertinence. Alors pourquoi? Déjà, elle peut le faire parce que PUPH, parce que légitimité, parce que crédibilité, de dire à des médecins que globalement, il y a des actes que vous faites qui ne sont pas justifiés. C'est quand même assez nouveau. Enfin, ça s'est dit auparavant, mais en termes de légitimité, maintenant, on dit, bon, elle a peut-être raison, les médecins connaissent voilà. Donc en termes de légitimité, je trouve que c'est un bon point de départ, ce qui permet un peu de balayer les oppositions des uns et des autres, et ce qui permet d'avancer sans avoir des oppositions de principe. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et enfin, peut-être, j'allais dire, il faut remettre chacun à sa place. Les CHU, 1958, le positionnement des CHU, notamment dans la formation, n'a pas évolué depuis 60 ans. On a fait très peu évoluer, finalement. La médecine de ville s'est organisée en faux par rapport à une création hyper spécialisée hospitalière. Michael Bazanki, attention parce que vous avez un doyen à votre gauche. Hein.
Oui, mais c'est pas très grave. Bon, d'accord. On peut se dire les Vous avez choses pas oublié, de façon bon, ça va. confraternelle. Non, aucune difficulté là-dessus. C'est simplement que les CHU, et je pense que le doyen sera aussi d'accord, maintenant n'a pas le monopole de la formation, de la production scientifique et de l'organisation, heureusement, des soins sur le territoire. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est comment est-ce qu'on a cette gradation des soins sur le territoire. Et ce qui est très compliqué, parce qu'on est quand même en France, avec un empilement de structures. Il faut l'hôpital. Alors maintenant, on va avoir une nouvelle gradation des soins, donc on va voir comment ça se dessine. Mais l'hôpital pour le soin de dernier recours, vous avez la ville, et puis entre-temps, vous avez des structures comme l'HAD qui font du soin hospitalier directement au domicile du patient. Vous avez également des SIAD, des soins infirmiers à domicile. Vous avez les professionnels libéraux. S'ils s'organisent, effectivement, ils peuvent prendre en charge des patients complexes. Ce que vous voulez dire, que tout ça est très complexe et le patient s'y retrouve pas. Oui. Extrêmement complexe, parce qu'au fil des décennies, on a empilé les structures et donc on manque de lisibilité. Les médecins savent gérer cette complexité, mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne savez plus vers où orienter le patient. Et ça, c'est cette difficulté. Imaginez si le médecin ne le sait pas, le patient, derrière, il est complètement paumé. Et donc la difficulté là-dessus, c'est comment est-ce qu'on accompagne sur l'accompagnement des établissements à se restructurer, de la ville à se structurer, où l'avantage des CPTS, c'est justement qu'on laisse les professionnels s'organiser, mais derrière, on va les pousser un petit peu à s'organiser aussi, parce qu'ils ne vont pas spontanément le faire tout seuls, parce qu'il faut dégager du temps, etc. Je reviens sur ce qui a été dit sur l'accompagnement de projet. Après, on pourra revenir sur d'autres points, mais sur l'accompagnement de projet, le rôle des ARS est complètement à revoir sur ce point-là. Les ARS ont eu une mission de contrôle, d'audit contrôle extrêmement prégnante, historiquement. Et là, le challenge, ça va être de les transformer pour aller vers davantage d'accompagnement, d'ingénierie, de gestion de projet. Et ce n'était pas prévu du tout à la base. Ce qui veut dire que vous avez tout le recrutement des personnels qui sont actuellement dans les ARS qu'il faut revoir. Donc ça prend du temps, c'est compliqué. Alors que ce soit les ARS qui soient maîtres d'œuvre, ou alors que les ARS fassent réellement ou accompagnent des structures privées, etc., pour justement accompagner les professionnels à se structurer. Je pense aux ARS, je pense évidemment à l'assurance maladie sur ces sujets-là, les structures locales, la MSA quand on est sur certains territoires. Il y a un autre outil aussi, je reviens sur la territorialisation. Alors les ARS, l'objectif c'est vraiment d'aller en proximité. Le président de la République à l'Élysée la dernière fois a loué la vertu du jacobinisme. Donc là on voit, alors c'était assez étonnant, c'est-à-dire que quelqu'un qui se veut très libéral, il dit maintenant... il est assez jacobin. Très jacobin. Donc c'était un peu étonnant, on laisse les acteurs s'organiser, mais finalement on récupère tout au niveau national. Non, il faut donner davantage de responsabilité, d'autonomie aux ARS. Oui, mais là, on n'a aucun de problème, parce que si on laisse les professionnels qui ne sont pas formés, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas l'envie, qui n'ont pas l'intérêt à agir au niveau rémunération, etc., on fait ça depuis 20 ans, ça n'arrive à rien. Donc, il faut laisser, mais si on leur dit qu'il faut faire comme ça, ils ne le font pas. Donc c'est l'équilibre entre l'initiative et l'accompagnement. Oui, à partir du moment où vous avez une convention médicale nationale, je vais clairement dire les choses, à un moment donné, il faut aussi avoir un outil au niveau régional pour dire au niveau de la région on a telle problématique, tel élément, on va s'organiser avec les professionnels, que ce soit les médecins libéraux, les autres professionnels libéraux, pour dire voilà, dans le cadre de la convention c'est tant la consultation, c'est tant le parcours, etc. Au niveau de cette région, parce qu'on a des difficultés, d'ailleurs dans tel territoire, on va moduler les accords conventionnels. Et donner de la marge de manœuvre, donner de la souplesse aux acteurs pour aller regarder territoire par territoire ce qui se passe, c'est extrêmement important. Il y avait un outil dans la loi Bachelot qui existait, dans la loi HPST, qui étaient les contrats locaux de santé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors les ARS ont lancé ça parce qu'il fallait le faire, mais c'est un outil extrêmement intéressant. Alors la ville était mais qui n'est pas utilisé ou qui ne marche pas. Alors très peu utilisé, ou alors c'était... Qui connaît les contrats locaux de santé? De façade. Personne. Ah si, ouais, bravo. Une personne. Et ça permettait de mobiliser... Deux. Vous pourriez intervenir, monsieur Chaprak. Ça permettait de mobiliser les acteurs sur un diagnostic territorial de santé, d'entraîner une certaine dynamique, mais sans forcément mettre l'ARS au premier plan.
Et alors, parfois, ça ne s'est pas très bien passé. Et donc, je pense qu'une fois qu'on aura peut-être structuré davantage avec les CPTS, peut-être revu Est-ce un que petit sur peu les l'organisation. contrats locaux de santé, j'avais lu une étude, c'est l'implication des professionnels de terrain qui a manqué souvent. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, on est au cœur de cette problématique d'impliquer, de mobiliser. D'accompagner, Voilà. de former. Et puis on parlera Michael peut-être Bazanqui, est-ce que d'information. vous pourrez poser des questions, commenter ou réagir, vous serez les bienvenus tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire tout ça sans vraiment des moyens supplémentaires d'investissement? Parce que les 400 millions, on passe de l'ONDAM de 2,3 à 2,5, ça fait 400 millions. Bon, c'est pas avec ça qu'on va révolutionner le système. Ouais, alors ça c'est très franco-français. Dès qu'on veut faire quelque chose, il faut des moyens supplémentaires. Oui, il en faut, mais est-ce qu'il faut rajouter une liasse de billets à chaque fois? Je Non, mais suis pas certain. pour former les assistants médicaux, exemple. pour créer les communautés, Un les exemple. CPTS. Alors, il faut initier la pompe. Ça, je suis d'accord. Il faut initier la pompe et ensuite de voir comment. Mais là, c'est pas le cas. On n'initie pas la pompe. Un exemple juste Financièrement parlant. en termes de pertinence sur un champ que je connais bien, qui est l'hospitalisation à domicile. L'objectif, c'est peut-être sur certains domaines, dans l'hémato-onco, d'aller faire de la chimiothérapie injectable directement à domicile ou de la transfusion directement à domicile. Une des difficultés, c'est que si vous faites ça, vous allez faire perdre de l'activité côté HDJ. Et donc vous allez HDJ, amputer l'hospitalisation de jour. Donc pour les établissements de santé, vous allez leur amputer un bras parce que derrière, vous allez baisser leur financement et donc du coup, vous allez éviter, vous allez garder les patients, les faire déplacer, donc payer les transports, etc. Donc ce système-là ne fonctionne pas. Et là, vous avez évidemment des moyens à redéployer en disant c'est pas pertinent de faire une heure, enfin sur certaines chimiothérapies ou sur de la transfusion, vous avez des patients extrêmement fragiles, vous faites une heure de transport, aller une heure de retour et encore une heure dans certains territoires, c'est extrêmement compliqué. Allez voir dans le Limousin ce qui s'est fait avec le réseau d'onco-hémato, c'est extrêmement intéressant d'aller vraiment créer cette dynamique-là. Mais là, on a un problème de financement. Et ça, c'est des problèmes techniques. Le problème de financement, le problème réglementaire, c'est des problèmes techniques qu'on peut lever. C'est-à-dire qu'en regardant comme ça la T2A, alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que disait Olivia Grégoire sur la T2A en disant il faut le baisser, etc. Non, la T2A, c'est le pire système, à l'exception de tous les autres. Elle a lancé avec Xavier Bertrand, on l'a pris là, Churchill. donc évidemment, elle est gênée. Non, mais un peu. c'est-à-dire que la T2A, il y a des biais, il faut la baisser, mais de diaboliser la T2A, c'est comme le numerus clausus, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est des totems que politiquement vous ne pouvez plus assumer. Et donc du coup vous les faites tomber, mais ça ne veut pas dire que vous allez complètement les tomber et que le principe était idiot. D'accord, merci. Monsieur le doyen, j'ai l'impression que vous bouillez sur certains propos que vous avez entendus, qu'on a l'impression que vous étiez très placide, mais que de temps en temps, Non, moi je suis très serein parce que je vois que l'heure avance et que chaque heure dure 60 minutes, donc on va arriver au terme de cette table ronde. Et on n'aura rien dit. Non, on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. D'abord, un tout petit on mot. a jusqu'à quelle heure? 10h30 ou 10h? 10h30, on a Un tout petit mot en préambule. D'abord, je suis très heureux que cette table ronde, ou cette première table ronde, se déroule ici. Ici, c'est dans des locaux universitaires. Alors, j'imagine, j'ose espérer que c'est pas juste parce que les locaux sont spacieux et pas chers. C'est peut-être pour marquer que l'université pourrait bien jouer un rôle dans tout ça. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Je voudrais, juste avant de développer 2-3 points, revenir sur 2 réflexions ou phrases qui m'ont amusé. Monsieur Gérard Raymond disait « Aujourd'hui, on ne guérit plus. » Grâce à Dieu, si, monsieur, on guérit encore. Grâce à Dieu, on guérit encore. On fait vivre très longtemps des gens qui mourraient très vite. C'est ça les maladies chroniques. Mais on guérit encore et on essaye d'apprendre à nos étudiants comment guérir. Ça fait partie de notre cahier des charges. Et puis je souriais en écoutant Madame Olivier Grégoire dire on gagnerait beaucoup de temps s'il y avait des circuits mieux faits informatiques qui permettraient d'envoyer le PDF aux médecins. Et alors, quand on s'intéresse à la révolution numérique, parler de PDF, moi je veux bien qu'on parle de silex taillé, mais c'est tellement long. C'est méchant, ça c'est méchant. Monsieur le doyen, c'est méchant, elle est partie. Non, c'est pas PDF, c'est vrai. Pas méchant. Ça nous a fait sursauter quand même. C'est tellement la négation de l'entrepôt de données qui est la base même des big data que ça m'a juste fait sourire. Plus sérieusement,
il y a deux points sur lesquels je voudrais partager des réflexions qui ont trait à mon métier, ou en tout cas à ma fonction. Le premier, ce sont sur les études de santé et la manière dont ces études de santé, à la fois, incorporent une dimension numérique, et d'autre part, comment ces études s'articulent avec les métiers de demain. Qu'est-ce que nous faisons ici ? Très simplement, nous formons les médecins qui vont vous soigner demain. Vous, qui vont vous soigner demain. Donc moi, je serai vous. En consommateur de base, je me dirais autant que le produit soit frais. Pourquoi est-ce que les études se sont transformées, et elles se sont transformées. Je veux dire, j'aime la parole forte et la parole miraculeuse, et notre président de la République ne nous frustre pas de ce point de vue. Mais la simulation médicale dans les études de santé, elle existe depuis plusieurs dizaines d'années. On a fondé une des toutes premières plateformes de simulation ici, qui s'appelle la plateforme Illumins, suivant la recommandation, jamais la première fois chez le patient. Quand un étudiant apprend à faire une ponction lombaire, à poser une perfusion ou à faire un choc électrique, c'est mieux s'il ne le fait pas la première fois sur vous. Vous. Hein, on est d'accord. Donc, ça, c'est typiquement une transformation numérique de l'éducation médicale. Aujourd'hui, tous les référentiels, tous les documents sur lesquels les étudiants apprennent sont sur un site et partageables. Ça, c'est fait. Comment aujourd'hui on s'inscrit en ligne pour un diplôme d'université, comment on le suit, cet enseignement à distance, comment on s'auto-évalue à distance, comment on est évalué à distance, ce qui n'empêche pas le dialogue en présentiel, bien entendu. C'est fait et c'est lancé. La télémédecine, je me réjouis beaucoup, comme vous tous, que nous volions au secours de la victoire et qu'on essaye d'organiser les choses de manière à la fois à ce que les professionnels y trouvent leur compte, juste ça, hein, mais pour une vieille technique, disons-le simplement, hein, qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, après, si on revient 2 secondes à l'organisation des études médicales, je voudrais juste faire 2 commentaires, puisque ça faisait partie des annonces qui ont fait bruisser le Landerneau après le 18 septembre, jour de l'annonce, des annonces du président de la République. Donc on va, comme le disait Michael, faire tomber un totem, le numerus clausus. Alors ceux qui n'auraient pas écouté avec attention, et comme tous les grands textes, hein, c'est soumis à exégèse, ceux qui n'auraient pas écouté avec suffisamment d'attention le président, c'est-à-dire 98% des Français, ont entendu que demain on rase gratis, que c'est open bar, et que tout étudiant qui a eu son baccalauréat et qui veut s'inscrire en médecine sera docteur. Eh bien non. Évidemment pas. Je rappelle qu'au cours des 10 dernières années, le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre de médecins que nous formons chaque année en France, a plus que doublé. Nous sommes passés au plus bas de 3700 et quelques médecins formés par an, et nous sommes à 8200 et quelques. Plus que doublé. Alors, moi, je veux bien, et je ne serai pas décideur, qu'on en forme 10 000, 12 000, 15 000, 20 000. Je ne suis pas complètement certain que c'est comme ça que nous maîtriserons, ce qui était l'une des raisons du numerus clausus, les dépenses de santé, d'une part, et que d'autre part, nous lutterons contre les déserts médicaux, ce qui était l'autre raison, d'autre part. Donc, aujourd'hui, on a mis en chantier le premier cycle des études médicales, on a mis en chantier le deuxième cycle des études médicales, on a déjà mis en chantier le troisième cycle des études médicales. Donc, on se prépare quelques années un peu rock'n'roll, mais
au bout du compte, le but est de mieux former les étudiants en médecine, de s'assurer que non seulement ils savent des choses, et ils savent des choses, mais est-ce qu'ils savent se comporter et est-ce qu'ils savent faire les choses? Donc ce savoir-être, ce savoir-faire, et puis un minimum de connaissances théoriques, c'est quelque chose qui mérite d'être évalué. Alors, je reviens 2 secondes sur l'aspect soin. Et l'aspect soin, on dit, et vous avez tous raison, le CHU. Alors moi, je ne l'appelle pas comme ça, je l'appelle le CHEU. Parce que c'est un centre. Qu'est-ce que veut dire le CHEU? Ça veut dire qu'il y a des hôpitaux qui ont passé convention et qui travaillent avec des universités. Ce n'est pas la même entité qui fait le soin, l'enseignement et la recherche. Ce n'est pas vrai. Il y a des centres hospitaliers dans lesquels travaillent des hospitalo-universitaires. Et ça a été très bien dit tout à l'heure. C'est une myriade de statuts certains très anciens, peut-être pas aujourd'hui complètement adaptés à l'époque, mais il faut des gens pour former les plus jeunes, il faut des gens pour faire de la recherche, que cette recherche soit dite fondamentale, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais en tout cas expérimentale et clinique. Et puis, il faut des médecins de terrain, il faut ce qu'on appelle aujourd'hui des praticiens hospitaliers. Et je pense que le statut du praticien hospitalier, aujourd'hui, il est arrivé au bout du bout du bout. La preuve de cela est qu'il n'est plus attractif. Et que les médecins, les jeunes médecins formés, ne veulent plus des postes de praticiens hospitaliers. Il y a en France des centaines de postes de praticiens hospitaliers vacants, parce que les médecins ne veulent pas les prendre. Il faut dire les choses de manière simple et compréhensible. Alors, dans le même temps, c'est vrai que c'est le paradoxe des choses. Tout le monde aujourd'hui veut de l'université. Les infirmiers veulent une universitarisation plus grande. Les sages-femmes veulent une universitarisation plus grande. Les orthoptistes, les kinésithérapeutes, etc., etc., toutes les professions paramédicales tapent à la porte des universités en disant « prenez-nous, prenez-nous ». Donc on n'est pas en train de fermer les universités, on est plutôt en train d'essayer de juguler le flux entrant de toutes ces professions qui disent « nous voulons être universitarisés ». Et à quoi ça correspond ce besoin de l'onction universitaire? Vous devez être content, mais c'est pour rassurer. C'est pas un besoin, c'est une formation, c'est juste une formation diplômante. Alors, on peut se passer de diplômes, on doit pouvoir les acheter sur Internet, mais c'est pas encore la mode. Et une université, c'est un corps de sachants qui sont là pour diffuser leur savoir. Donc, c'est un endroit où on apprend, c'est un endroit où on peut apprendre à apprendre, c'est un endroit où on est évalué, et c'est un endroit où on a un bout de papier qui s'appelle un diplôme. Alors, on a parlé tout à l'heure des infirmiers de pratique avancée. C'est sûrement une très bonne initiative. Avant, on disait, il y a quelques années, on savait bien que les médecins ne pouvaient pas tout faire, on disait il faut des délégations de tâches. Des délégations de tâches vers les sages-femmes, vers les infirmiers, vers des infirmiers à qui on apprendrait à faire de l'échographie dans certaines conditions, à qui on pourrait faire des éléments de consultation dans certaines conditions, etc. Bon, aujourd'hui, ça s'appelle les infirmiers de pratique avancée, et on a choisi, le gouvernement a choisi de privilégier 3 grands domaines, l'oncohématologie, les maladies chroniques, les maladies rénales, etc. Monsieur le Donc, doyen, oui. toute votre difficulté, c'est de former des médecins qui vont exercer pendant 40 ans. 40 ans, ils exerceront encore. Et alors, un des reproches qu'on fait à la formation que vous dispensez dans vos universités, c'est que les médecins travaillent avec les médecins et ne travaillent pas d'une façon collaborative avec les autres professionnels de santé, et donc ne vont pas avoir envie, ne vont pas être formés pour faire de la coordination des soins. Est-ce que, et qu'avec le concours numéros clausus très très sévère, on sélectionne les 14+, qu'on eu au bac S, et ils sont tous pareils, et ils ne sont pas forcément les meilleurs pour travailler plus tard. Alors vous et s'adapter. dites 2 choses différentes.
C'est la force de mon raisonnement. Mais oui, mais je suis très admiratif. C'est toujours difficile de parler un doyen. Et donc, non, vous dites deux choses différentes. Vous dites, au fond, les médecins fonctionnent sur un mode endogame et ne parlent pas aux autres. C'est pas complètement vrai. Si c'était vrai, il n'y aurait plus de maisons de santé pluriprofessionnelles, ou il n'y en aurait pas. Il y en a très peu. Et qu'est-ce que font les maisons de santé pluriprofessionnelles ? 5% de l'offre de soins. Oui, qui augmentent de manière régulière et qui vont continuer à augmenter. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui ? À être universitarisés. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait pour former pour partie nos étudiants en dehors de l'hôpital ? Ça peut être au cabinet du généraliste, chez des maîtres de stage, ça peut être en hospitalisation à domicile, ça peut être chez le pédiatre, qui sont des médecins généralistes des enfants, ça peut être dans certains cas chez des gynécos, et ça peut être dans des maisons pluriprofessionnelles, c'est-à-dire où il y a en même temps un médecin généraliste, un rhumatologue, un kiné, une infirmière, un infirmier, etc. Donc, moi, je pense que ce mouvement-là, je suis d'accord avec vous, qui a démarré très lentement, il est en train vraiment de prendre de l'importance. Si des mesures incitatives sont mises en place, ça en prendra encore davantage. Mais cette formation en dehors de l'hôpital, en maillage avec l'université, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Après, vous parlez des médecins comme on pourrait parler des électriciens ou des garagistes. Oui, nous formons des gens qui ont entre 20 et 30 ans, et oui, ils vont vivre en activité jusqu'à 70 ans. Donc dans n'importe quel métier un peu technique, où on a besoin à la fois d'acquérir de l'expertise et de la restituer, il faut leur apprendre à aller chercher les bonnes informations. Et c'est le fameux 4e cycle des études médicales, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend tout au long de la vie. Et je vous ferai remarquer quand même que même si en France, la recertification des médecins, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait le contrôle technique de la bagnole pour les médecins, c'est-à-dire régulièrement, on vérifie que, ils se tiennent au courant. Et ils continuent à apprendre. Ça a démarré très lentement, on y est là. Hein. Les textes sont en préparation. Et pour la fin de l'année, pareil. Voilà. Donc oui, nous sommes confrontés au fait qu'une population aujourd'hui générale vieillie prend de l'âge en bonne santé, qu'elle va être active. C'est le travail ensemble. Les étudiants qui ont été formés dans les années 80 n'ont pas été formés pour travailler ensemble, et on voit bien chacun dans son silo. C'est l'énorme reproche qu'on fait au système de soins. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ils travaillent plus ensemble, c'est un travail en équipe, comme on apprend dans les écoles de commerce. Est-ce que ce travail collaboratif, il existe dans les facultés ? Oui, absolument. Il existe dans les facultés. Avec les autres professions. Et je vois la manière dont aujourd'hui on apprend et on évalue la base de la base qu'on appelle nous la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des signes et des symptômes des maladies dans une plateforme de simulation médicale, ils le font en petits groupes. Et aujourd'hui, quand on vient nous voir de la part d'établissements de soins en nous disant on a besoin d'une formation, ils ne nous disent pas on a besoin de former Monsieur Dupont, Monsieur Durand et Madame Jacqueline. Ils nous disent on a besoin d'une formation sur le travail d'équipe. C'est-à-dire le médecin, l'infirmière spécialisée, le kiné, l'infirmière ou l'infirmier de bloc opératoire, l'infirmier anesthésiste, etc. C'est, au fond, un bloc opératoire, c'est un travail d'équipe. Une chambre de réanimation, c'est un travail d'équipe. Et donc, ce qu'on nous demande, et nous le faisons, et nous savons le faire, c'est comment est-ce qu'on habitue, comment est-ce qu'on upgrade les professionnels pour qu'ils travaillent mieux en équipe. Oui, absolument. Michael veut réagir. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des réactions ? N'hésitez pas. C'est un peu dur après une heure de propos comme ça. Monsieur Charpak. Vous êtes au premier rang, enfin non, au deuxième. Juste une réaction, deux réactions un petit peu générales qui sont aussi des questions. Peut-être vous pouvez dire qui vous êtes comme ça. Enfin, oui, Yves Charpak, je suis médecin de santé publique aussi, vice-président de la Société française de santé publique
évaluateur du système de santé et des systèmes de santé dans le monde depuis une trentaine d'années. 2 commentaires. Vous parliez des contrats locaux de santé. Et la réflexion sur ça ne marche pas, elle m'a rappelé trop de choses. C'est-à-dire qu'il y a plein d'expérimentations qui sont lancées un peu partout en France depuis toujours. Et puis un jour, on décide que ça ne marche pas. Il n'y a pas eu vraiment de bonnes évaluations. C'est vrai des réseaux de santé, c'est vrai des contrats locaux de santé qui marchent pas mal, mais qui correspondent à une logique qui n'est pas tellement celle de l'organisation du système, parce que c'est de donner aux acteurs locaux, y compris aux élus locaux, qui sont paradoxalement complètement en dehors de l'organisation du système, alors que c'est leurs citoyens qui sont en première ligne de l'utilisation de ce qui existe sur leur territoire. Ils n'ont pas de mandat, alors on dit président du conseil d'administration des hôpitaux, mais ça ne suffit pas, ça c'est rien. Donc ils ont l'occasion avec les contrats locaux de santé de prendre la main sur une partie de l'utilisation du système. Eh bien ça marche dans plein d'endroits, c'est pas mal, mais c'est en dessous des radars. Alors, ça a été un peu évalué quand même. Moi, j'ai lu une étude disant que c'est comme PAERPA, personne âgée en risque de perte d'autonomie, oui, où on voit que c'est toute la difficulté, et on revient à la formation, c'est d'impliquer. Alors, les médecins travaillent beaucoup, donc ils n'ont pas forcément le temps, mais d'impliquer les professionnels de santé du terrain, les médecins généralistes. Oui, mais il y en a. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'expérimentations qui marchent. Donc plutôt que de dire on jette le truc parce que ça ne marche pas partout et que voilà, on voit des moyennes avec les réseaux, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc ça, c'est un mal habituel de notre pays. Il faut que tout marche d'emblée, décrété au niveau national. Et j'en viens au deuxième point. Je n'ai pas entendu parler d'international. Moi, il se trouve que j'ai été un évaluateur du système de santé français pendant longtemps. Je suis parti 7 ans à l'OMS. Bureau européen à Copenhague, il y avait 53 pays. J'ai découvert les systèmes de santé des autres pays, de l'Europe, de l'Union européenne, mais aussi des autres. J'étais sidéré de ce qu'on y trouve, de bien, de pas bien, de mieux, de moins bien. Alors on est en France, d'ailleurs les Français étaient très peu présents. On ne s'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est... Alors de temps en temps, il y a une lubie pour un pays. On dit on va envoyer une mission, il y a 20 personnes qui se déplacent dans un pays. Ça ne fait pas l'intérêt pour le pays. Mais en France, on est bon en espérance de vie après 65 ans, mais il y a la mortalité prématurée évitable qui est assez importante quand même. Non, mais je ne parle même pas de ça, je parle de l'organisation des systèmes. On est dans un... Si je parle de l'Union européenne, la plupart des pays dépensent autant que nous, parfois un peu plus, parfois un peu moins pour la santé. Ils sont organisés différemment. Il y a des choses qui marchent bien, des choses qui ne marchent pas bien. Quand on veut comparer ça, il se trouve qu'il y a des indicateurs, par exemple de Eurostat au niveau européen, obligatoire, on est obligé de contribuer à ces indicateurs. Quand on veut travailler là-dessus, ça m'est arrivé au Conseil de la santé publique où je siégeais, tout d'un coup, il y a une crispation en disant mais on va comparer la France aux autres, ah mais non, les données ne sont pas bonnes, on ne sait pas ce qu'on compare, etc. Donc on a une difficulté à se comparer aux autres. Alors j'ai envie de dire un plaidoyer pour allons voir un peu plus précisément ce qui se passe ailleurs. Il se passe plein de choses. Et mon deuxième point, c'est sur les réformes et les plans. Il y a quand même eu des lois de santé, des stratégies, tous bien. Hein. Les rapports en amont sont parfaits. Tout le monde est d'accord à peu près sur les constats. Il y a des recommandations. Il y a des lois qui sont que partiellement appliquées. On ne va pas jusqu'au bout de l'application des lois. Et quand on pose la question, et je finis là-dessus, c'est une question qu'est-ce que vous voulez dire finalement? Oui. Je vais vous dire sur le financement dont on a parlé. Il se trouve que dans notre pays, il y a quelque chose qui s'appelle les lois de financement de la sécurité sociale, qui sont votées par les députés chaque année. Eh bien, ces lois, elles portent sur des enveloppes verticales, encore aujourd'hui, très très verticales, quasiment intouchables. Et quand on pose la question à un certain nombre de responsables, et j'ai fait l'exercice avec un directeur de la sécurité sociale du ministère de la Santé, pas pour cette loi, pour la loi précédente, en disant quand est-ce que vous allez réconcilier des stratégies et des plans qui sont horizontaux, transversaux, avec des enveloppes verticales qui sont celles qui sont votées chaque année. Il a dit, ouh là là, ça se fera un jour. C'est la dernière année qu'il y a un nom d'âme hospitalier, un nom d'âme de ville. L'année prochaine, je parie qu'il n'y aura pas de nom d'âme de ville hospitalier, comme l'a suggéré Jean-Marc Aubert, qui est le patron d'Adresse. Oui, merci pour votre intervention. Je voulais rebondir dessus. En ce qui concerne l'évaluation des soins.
les systèmes de santé européens, et en particulier d'Europe du Nord, sont très différents de nous. Et on parlait tout à l'heure de TripAdvisor des centres de soins. Ça évalue le confort. Le petit déjeuner était à l'heure, l'infirmière a été gentille, et la nourriture n'était pas mauvaise pour un hôpital. C'est ça TripAdvisor. On n'est pas du tout en train de parler de ça, et ce n'est pas du tout de cela qu'il faudrait parler, me semble-t-il. Et est en train d'arriver doucement en France la notion d'évaluation des résultats. L'outcome measurement en anglo-saxon. Par les patients. Par les patients, ce qu'on appelle les PROM, Patient Reported Outcome Measurements. C'est tellement important que tous les pays d'Europe du Nord en ont fait leur gold standard, leur système à partir desquels on regarde le remboursement. Donc il y a un lien très clair avec les aspects financiers. Et aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, dans ces nouvelles grilles de certification, non seulement des centres de soins, mais du médico-social, introduit progressivement une dose d'évaluation des résultats. Donc, comme souvent en France, la percolation, mais ça fait du café très serré et pas toujours mauvais, mais la percolation est lente. Mais là, c'est un domaine où on a beaucoup à apprendre d'autres pays, et en particulier de pays d'Europe du Nord, et où à la fois la qualité du résultat et le remboursement de la prestation sont liés. Oui, ça peut réellement modifier l'ensemble du système. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Monsieur Charpin, non, il a déjà parlé. J'avais deux oui, commentaires. Michael Bazin. Et puis après, on demandera au patient, à notre patient préféré, généralement, s'il est scotché quand même par la prise de conscience des professionnels. Alors, Michael. Deux éléments. Le premier sur la comparaison des systèmes de santé et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'il y a un élément qui a eu beaucoup d'impact au-delà de ce qu'on a pu dire, c'est le classement de l'OMS de 2000. La France est première, cocorico, et si on est premier, pourquoi est-ce qu'on va aller voir ce que font les autres? Et je pense que ça a eu un impact terrible, puisqu'on est les meilleurs, et puis ça permet de nourrir un peu l'orgueil qu'on a volontiers. Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'on va voir ce qui se passe ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on changerait? Pourquoi est-ce qu'on va se transformer, puisqu'on est de toute façon les meilleurs? Or, évidemment, on a montré après que c'était peut-être un peu rapide et qu'on est bon sur certains points et moins bon sur les autres. Deuxième élément, pour revenir sur sur la formation, parce qu'il y avait deux éléments. Le premier, est-ce qu'on forme les gens ensemble, entre les différentes professions, et derrière, est-ce qu'on diversifie les profils des étudiants, notamment en médecine? Premier élément, on travaille évidemment ensemble entre les différents professionnels de santé. La difficulté, c'est que chacun est cloisonné à sa place. C'est-à-dire qu'une infirmière restera, ou un infirmier restera toujours infirmier, et que du coup, il n'y a pas de mobilité, et ce qui fait que, comme il n'y a pas de perspective d'évolution d'un côté ou de l'autre, finalement, en médecine, on ne peut pas changer tellement de spécialité, même si oui, mais ça n'empêche pas de travailler ensemble. Ah ben, à partir du moment où chacun reste à sa place, c'est quand même plus compliqué. Et le fait de cloisonner, de dire de toute façon, on n'a pas travaillé ensemble, on n'a pas été formés ensemble, et du coup, l'infirmier ne peut pas devenir médecin ou avoir une profession intermédiaire ou autre, ça pose quand même sur le fond, conceptuellement, ça pose une difficulté de fond. Donc là-dessus, il faut peut-être davantage travailler ensemble, être formés ensemble, sans après arriver à finalement un parcours qui, si on arrête avant, on est infirmier, si on continue, etc. Parce que là, j'ai un peu peur, alors c'est ce qui se dessine, mais il faudrait être vigilant à ce qu'on recrée une hiérarchie, une gradation des professions. Une formation par l'échec. Alors, par l'échec, c'est-à-dire que, pas forcément, mais effectivement, on pourrait imaginer que si on n'arrive pas derrière à être médecin, on est voilà. Mais le point extrêmement important, attention à ne pas recréer de hiérarchie entre les professions, chacun a ses spécificités. Deuxième élément, est-ce qu'il faut diversifier les profils? En soi, est-ce qu'on a prouvé que, par l'evidence-based medicine, que d'avoir des profils plus littéraires, ça donne de meilleurs médecins?
Je ne sais pas. Ce qui pose problème en revanche, c'est que 90% des médecins, des jeunes médecins ou des étudiants, soient tous issus d'un profil S avec mention bien ou très bien. L'uniformité pose question. Ça pose des difficultés. Après, il faut évidemment diversifier, mais le fait de dire de base, en postulat, il faut que ce soit un médecin, il faut que ce soit un étudiant qui vienne des sciences littéraires, qui vienne de la biologie. Ça, sur le fond, conceptuellement, c'est quand même un peu diversifier plutôt que de catégoriser. Alors, il nous reste 10 minutes. Questions, commentaires? Oui, on va vous apporter un micro. Vous dites qui vous êtes. Et après, je vous demanderai en 10 secondes chacun de conclure sur la question qu'on se posait, comment faciliter l'accès aux soins, tout simplement. Bonjour, je suis Cécile Badoil, je suis médecin et j'ai la chance de pouvoir accompagner certains étudiants ici au conseil pédagogique. Je ne comprends pas très bien cette espèce de volonté de dichotomiser les corps de métier autour de la santé. J'ai eu l'immense chance pendant toute ma formation d'apprendre mon métier avec des infirmières, avec des cadres, avec des aides-soignants. Je ne comprends pas très bien comment vous pouvez imaginer que nous, en tant qu'enseignants, on ne dise pas au quotidien que nos étudiants doivent collaborer, apprendre et véritablement, en toute humilité, savoir qu'on n'est pas tout seul, hors sol, et qu'on est juste... certes, on leur demande des efforts incroyables dans leurs apprentissages, mais qu'on est humain et que l'humanité, c'est déjà être auprès des patients et qu'il n'y a pas de barrière. Alors après, qu'il y en ait qui l'exercent, oui. Mais je pense que sur le plan pédagogique, c'est absolument nécessaire. Avoir des paroles. Ce que vous voulez dire, c'est que ça existe, le travail en équipe existe. Mais on le dit au quotidien, on les accompagne, on a même des formations pédagogiques, on a des retours d'expérience de nos étudiants. Venez voir ce qu'on fait en pédagogie, d'accompagnement de nos étudiants, de justement comprendre qu'ils ne sont pas hors sol. Ensuite, dans ce qui a été dit, je vais y arriver, il y a un autre point qui est que, de fait, pour travailler et pour savoir véritablement ce qui se passe en tant que médecin, je trouve ça extrêmement déplorable, on n'en a pas parlé une seule fois, qu'on n'ait pas de données épidémiologiques et de registres corrects sur... Alors on parle des malades et des choses comme ça. Emparez-vous véritablement de nos tutelles pour dire que pourquoi, contrairement à tous les autres pays européens, du Nord en particulier, où il y a une structuration des données, que ça soit étatique et qu'on puisse travailler véritablement sur une épidémiologie et pas qu'on voit qu'il y a des enfants qui naissent sans main et tout d'un coup ça passe dans les journaux et ça fasse le chou gras des... Véritablement qu'on fasse un travail correct et qu'on ne soit pas dans de l'imaginaire, dans du spectaculaire, mais qu'on soit véritablement sur des choses qui nous permettront d'avancer. Et ça, c'est quelque chose... Et ça coûte cher, véritablement. Et puis... je suis désolée de le dire, oui, quand on fait des innovations pédagogiques, on a en permanence besoin d'argent parce que tout ça, ça coûte cher. Il y a des preuves de concept à faire et c'est des accompagnements. Les universités sont incroyablement riches. On a des profils de plus en plus divers avec des passerelles et des choses comme ça. Et je vous promets qu'il y a un vivier de gens intelligents, compétents, à qui on donne la main parce qu'ils savent bien faire ça mieux que nous et sur lequel il faut véritablement venir investir et faire ça sérieusement sous l'égide d'universités pour... Les universités sont riches, tu veux dire de Prenez votre micro. De personnalité. Oui, moi aussi j'ai compris financièrement parlant. J'allais finir en disant que notre doyen a l'habitude de dire qu'on est obligé d'aller tapiner régulièrement. J'ai le droit de le dire. On n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Voilà. Et donc vous avez une chance incroyable. Donc oui, pour faire plein de collaborations avec des profils extrêmement divers et on a quelques littéraires, ne vous inquiétez pas. Ouf, on est sauvé. Bon, il n'y a pas à répondre, au moins quelqu'un. Alors, on va faire un petit tour. Alors, Gérard Raymond, comme ça. Oui, en 2 secondes. Beaucoup de choses à dire. Et puis, mais non, encore une fois, il n'est pas question de mettre en cause l'université et la formation des professionnels de santé, l'ensemble. Quoique. Mais on voit bien, peut-être qu'on remet en cause celle qui est passée. Parce que nous rencontrons, nous, des professionnels de santé qui ont été formés il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc, merci de nous dire que vous avez changé et qu'aujourd'hui, vous êtes en totale cohésion avec ce que nous voulons faire, ce que nous demandons, nous les patients, c'est-à-dire qui est... Non.
non, mais on va... Mais vous faites pas de soucis, monsieur le doyen. Nous allons les accompagner jusqu'à leur retraite, puisque vous nous soignez bien et que nous allons vivre longtemps. Nous, les patients, on va les accompagner pendant encore quelques temps, ces anciens. Merci pour eux. Vous faites pas de soucis. Oui, allez regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense que, effectivement, nous, franco-français, et que ce soit le domaine d'ailleurs, et que particulièrement la santé, on regarde d'abord notre nombril et on ne va pas regarder ce qui se passe ailleurs. Mais sur les évaluations, sur la nécessité d'évaluer d'une façon positive. Et encore, l'évaluation n'est pas une sanction, c'est une façon d'améliorer ses pratiques. Et je pense qu'effectivement, dans l'ancien ministère, on avait signé un programme Paris avec l'OCDE qui a du mal, évidemment, à se développer. Et j'étais il y a quelques jours en réunion avec elle, et qu'elle dit qu'effectivement, les Français, on a un peu d'entrain à aller se confronter à ce qui se passe à l'extérieur. Et effectivement, la nécessité de créer des registres. On est quand même dans un pays qui est développé et qui veut être à la pointe du progrès. On n'a aucune idée aujourd'hui de l'état de santé de nos concitoyens, de l'ensemble de la population. Comment travailler sur des préventions. Et je vais enchaîner tout à l'heure sur un programme de prévention. Comment travailler sur la prévention alors qu'on ne connaît pas l'état de santé de notre population. Il faut conclure, Gérard Raymond, mais le problème, la réunion auquel a assisté Gérard Raymond de l'OCDE, ce ne sera pas tellement les registres qui sont très difficiles à monter, très chers et compliqués, ça sera le DMP. Toutes les données de santé arrivant dans un dossier médical, donc pour être extraites. La prise de conscience des acteurs, elle est là aujourd'hui. Et on voit bien, et l'ensemble aussi des politiques, tout le monde va bien dans ce sens-là. Sauf que quand on touche quand même au concret, on a encore quelques difficultés pour avancer. Il y a encore 3 jours, alors qu'on voulait parler de qualité et que bâtir notre système sur la qualité et l'évaluation, j'ai quand même pas mal de professionnels de santé qui se sont posé la question, c'est quoi la qualité ? Et qui ont du mal à rentrer dans cette volonté-là. Vous pouvez nous donner les noms de ces gens ? Oui, j'ai des noms. Et donc on voit bien qu'il nous faudra encore retravailler, remettre l'ouvrage sur le métier pour pouvoir progresser. Et donc c'est certainement tous ensemble, et je me félicite que l'université veuille travailler dans ce sens-là, pour faire monter à niveau l'ensemble des acteurs, avec les patients bien entendu, pour pouvoir faire évoluer notre système de santé. Tomber les cloisons, ça c'est quand même la première des choses. Merci. Donc très rapidement, 30 secondes. Un commentaire. Je n'ai pas eu la chance effectivement d'être à Paris Descartes il y a quelques années pour ma formation, mais j'ai jamais eu, je ne sais pas si c'est le cas à Paris Descartes, j'ai jamais eu d'infirmier qui faisait cours aux étudiants en médecine. J'étais à Bichat effectivement. J'ai pas eu d'infirmier, j'ai pas eu de kiné, j'ai pas eu d'orthophonie, j'ai pas eu de podologue qui fait des cours aux étudiants en médecine, alors que les médecins peuvent aller faire des cours auprès des paramédicaux. Donc ça, c'est le premier élément qui a peut-être manqué. Peut-être que c'est maintenant différent. Et il n'a pas 65 ans, hein, à vue de nez comme ça. Non, a priori, même si je fais plus jeune. 3 points. Structurer et se structurer, pour répondre à la question. Structurer et se structurer. C'est-à-dire structurer l'offre de soins et que les professionnels, l'ensemble des professionnels se structurent avec également un point qu'on n'a pas abordé, le médico-social. Très clairement, dans le cadre de la prise en charge globale, on a un défaut, ce cloisonnement entre le sanitaire et le médico-social qui est terrible. Donc ça, c'est le deuxième point, décloisonner. Et troisième point, évaluer, ça a été rappelé, et avec un petit bémol sur les données de santé, l'utilisation, ce que vous disiez tout à l'heure, l'utilisation des données de santé, qui sont extrêmement restrictives, c'est-à-dire que l'accès aux données de santé, aujourd'hui, et même si on a voulu dire que dans la loi de 2016, on a ouvert, c'est pas vrai. On n'a pas du tout ouvert, on a refermé au contraire l'accès aux données de santé, ce qui est évidemment dommage, parce qu'on pourrait comme ça analyser un peu plus finement l'offre de soins, la population, les résultats auprès des patients, mais surtout l'impact. Et ça, on en a parlé, on peut évaluer des résultats, mais pas l'impact auprès de la population. Gérard Friedlander. Très rapidement, Michael l'a très bien dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, on est à une période qui est vraiment intéressante. Vous ouvrez le journal, on vous parle d'intelligence artificielle en santé, de la manière dont le smartphone fera mieux le diagnostic de votre lésion cutanée qu'un panel de dermatologues.
Aujourd'hui, on vous parle des nouveaux métiers de la médecine, de la santé, de la médecine et de la santé. Ces gens-là, il va bien falloir les former. Et il va falloir bien les former, d'une part. Et puis, je ne voudrais pas, après, faire du sapeur camembert, c'est-à-dire que tout est dans tout et réciproquement. Et vous l'avez très bien dit, chacun a sa place. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler ensemble. Ça ne veut pas dire de ne pas former les gens à communiquer entre eux. Mais non, aujourd'hui, un infirmier n'est pas un médecin et un médecin n'est pas un infirmier. Et heureusement qu'il y a les infirmiers pour apprendre les gestes aux médecins, parce que sans ça, ils seraient dans la mouise quand ils sont jeunes dans les services hospitaliers. Mais oui, essayons d'inventer tous les métiers de la santé de demain, ces infirmiers de pratique avancée, et il y en aura d'autres, parce que le champ de la santé est en train de s'élargir. Clémence Thébault, alors on finit par une économie, ça ne va pas, ça, la santé. Non, on voit bien que le nerf de la guerre et les transformations et organisations, alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je voudrais juste rebondir sur un point pour être sûr que tout le monde a bien ça en tête, parce qu'on dit en France on n'évalue pas, c'est pas tout à fait vrai, on évalue les programmes de santé publique, hein, du point de vue de leur efficacité, on évalue les médicaments, on évalue les dispositifs, et bien sûr du point de vue de l'efficacité clinique, avec l'aide, dans un certain nombre de cas, d'économistes qui vont évaluer l'impact sur le bien-être, etc. En revanche, ce qu'on n'évalue pas, ce sont les organisations. Effectivement, les organisations, on ne les évalue pas de la même façon, alors qu'on en a les moyens, même si ça impose effectivement une petite réflexion méthodologique, parce que ce n'est pas les mêmes contraintes, mais on en a les moyens. Donc c'est ça qui reste à faire, c'est évaluer les organisations, effectivement, comme on évalue le reste. L'autre élément, c'est ce que j'entends de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a toujours deux possibilités. Soit on demande à tout le monde de tout savoir faire, hein, soit effectivement on met en contact les gens pour qu'en fonction de leurs compétences disciplinaires, ils puissent travailler ensemble. Donc ça, c'est un enjeu. Comment est-ce qu'on favorise ça dans différentes dimensions? Et puis, effectivement, le dernier point que je voudrais souligner, c'est juste mentionner la dernière revue Santé publique France, de la revue de la Société française de santé publique sur les inégalités sociales de santé, hein, qui met en avant justement le fait qu'on ne doit plus parler de recherche sur les inégalités sociales, mais qu'en fait, c'est toute la santé publique qui doit finalement viser à résoudre ces inégalités sociales, par le biais justement d'un travail au niveau territorial. Et là, en fait, l'idéal serait vraiment de croiser les propositions des chercheurs qui travaillent sur le sujet avec ce programme Ma Santé 2022. Et effectivement, ça passe par les données. Hein, on ne peut pas construire un programme territorial au niveau local, innovant pour répondre aux besoins, si les professionnels de santé ne peuvent pas avoir une cartographie de la population qu'ils ont. Donc ça, du coup, je pense que tout le monde est d'accord. C'est essentiel. Donc, une belle perspective de travail. Pour conclure, Nicolas Volikov, qui est Agora Care, un mot de conclusion dont vous avez écouté. Est-ce que ça vous a intéressé, vous qui développez les 10 secondes, hein, parce qu'on pile poil, on est à l'heure. Oui, alors nous, on ne fait pas partie de l'Agora, on n'a pas la prétention à en faire partie, mais on vous remercie tous d'être venus. Non, c'est super intéressant pour nous parce que modestement, on essaye de contribuer justement à ce que vous disiez tout à l'heure, la facilité d'accès aux soins. Et on n'a évidemment pas le monopole de la science infuse, on est toujours très demandeur d'avoir des points de vue, y compris contradictoires pour nous. Et de faire en sorte de s'insérer de façon fluide et naturelle dans le parcours de soins. J'ai beaucoup apprécié le fait que plusieurs intervenants aient dit qu'il ne fallait pas que le patient soit hors sol. Il ne faut évidemment pas qu'il soit hors sol en téléconsultation ou en télémédecine. Nous, on n'a pas du tout une approche, on va dire, transactionnelle de la téléconsultation. L'idée, c'est pas de voir un patient une fois et puis après de le laisser se débrouiller dans le parcours de soins. C'est vraiment de s'intégrer, de s'articuler. Alors, c'est pas toujours facile. Ça peut prêter parfois à controverse, comme récemment. Mais voilà, c'est un souci permanent chez nous. Et Alexandre Maisonneuve, il travaille avec vous, il est médecin, lui. Alors, c'est un médecin défroqué ou c'est un médecin... Alors, je suis un médecin également. Un vrai médecin. Un vrai médecin. Bien formé. Donc, cofondateur de CARE et directeur médical. Un tout petit mot rapide. Moi, je voulais vous remercier pour votre participation, pour vos interventions. L'idée avec Nicolas, c'était vraiment de créer un lieu d'échange, un lieu de débat. Vous avez tous des convictions fortes, vous les exprimez fort bien. On n'est pas là pour réunir des gens qui soient forcément d'accord. Au contraire, c'est vraiment un lieu de débat et je vous remercie pour votre participation. Merci. Merci, j'allais dire mesdames, non mais elle est partie. Merci madame, merci messieurs. Merci monsieur le doyen pour votre hospitalité. Voilà. À la prochaine fois.